Vous avez sûrement dû vous en rendre compte, on est en plein âge d'or des super-héros, et ce aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Alors dans les salles obscures, c'est assez simple, puisqu'on a les films du Marvel Cinematic Universe d'un côté, et ceux du DC Extended Universe de l'autre. Il y a bien d'autres films de super-héros qui sortent, évidemment, mais ce n'est rien comparé à ces deux mastodontes. Mais sur le petit écran, c'est autrement plus bordélique. Entre The Flash, Legends of Tomorrow, Agents of S.H.I.E.L.D. ou encore plus récemment Stargirl et prochainement Falcon and the Winter Soldier ou encore WandaVision, on a l'embarras du choix. Mais voilà, je sais pas si c'est mes goûts qui ont simplement évolué ou si c'est la qualité de ces séries qui a chuté, mais le fait est que je n'arrive plus à trouver mon compte. Même les séries que j'appréciais ou que j'attendais particulièrement ont fini par me laisser sur ma faim. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un show qui a réussi à proposer quelque chose de suffisamment original et prenant pour que je sois à nouveau happé. Cette série, c'est Doom Patrol. Alors, qu'est-ce que Doom Patrol? À l'origine, c'est une équipe de super-héros créée en 1963 dans les pages de My Greatest Adventure. Pour faire très simple, imaginez que c'est un peu l'équivalent des X-Men, mais chez DC. Pitié, les fans de comics, ne m'en voulez pas, je simplifie juste histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. La composition de l'équipe aura pas mal évolué au fil du temps et des différents auteurs qui s'y sont attaqués. D'ailleurs, il y a certains grands noms du monde des comics qui ont écrit des aventures pour la Doom Patrol, tels que Grant Morrison, pour n'en citer qu'un. Et donc la Doom Patrol a eu droit à sa propre série, diffusée depuis février 2019 sur la plateforme de streaming DC Universe, qui est malheureusement indisponible chez nous. Mais elle a néanmoins été diffusée en France sur la chaîne câblée Sci-Fi. D'ailleurs, la saison 2 sera diffusée à partir de ce mois-ci, en simultané sur DC Universe et sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner Media, la maison mère de DC Comics. Bref, je trouve que Doom Patrol est une réussite en tout point. Je me suis rematé la première saison pour préparer cette vidéo et j'ai pris un pied monumental. Et je pense que le succès de la série peut s'expliquer par différents points. Premièrement, les personnages. Les personnages principaux, de même que la majorité des personnages secondaires d'ailleurs, sont tous issus des comics. On trouve Cliff Steele, un ancien pilote de course dont le cerveau a été placé dans un corps de robot après un terrible accident de voiture, Crazy Jane, dont l'esprit abrite pas moins de 64 personnalités différentes, chacune avec un pouvoir particulier, Rita Farr, une ancienne actrice qui doit constamment lutter pour que son corps ne se transforme pas en espèce de gros blob dégueulasse, Larry Trainor, un ancien pilote de chasse qui, lors d'un vol test, s'est retrouvé lié avec une entité cosmique qui vit depuis dans son corps, Cyborg, de son vrai nom Victor Stone, qui s'est vu greffer différentes prothèses bioniques suite à un accident de laboratoire, et enfin Niles Caulder, The Chief, qui n'est autre que celui qui a pris tout ce beau monde sous son aile. Et ce qui est cool avec des personnages aussi atypiques, c'est qu'il y a moyen de créer des dynamiques intéressantes entre eux. Par exemple, Cliff va voir en Jane une espèce de fille de substitution. Rita et Larry, quant à eux, se comportent presque comme un vieux couple, sans pour autant être ensemble. Et Victor, étant donné que c'est le seul vrai super-héros de la bande, va essayer de s'imposer en tant que leader autoproclamé. Qui plus est, ces personnages sont terriblement attachants, et pour y parvenir, les scénaristes ont eu une idée que je trouve absolument géniale. En faire d'énormes enflures. C'est exactement comme ça qu'ils nous sont présentés dans le premier épisode. Cliff trompait sa femme avec la nourrice de sa fille, Rita est raciste et validiste, Larry est fainéant, pessimiste et antipathique, et Jane est violente et agressive. Mais ces personnages vont évoluer au fil des épisodes pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, et ils vont évoluer de manière cohérente, ce qui fait que la série est d'autant plus plaisante à regarder. Et surtout, le show prend tout le temps qu'il faut pour développer convenablement ces personnages. Tenez, le grand méchant le dit lui-même. After 13 pointless, meandering episodes of character-driven schlock, we can finally get to the show that everyone wanted to see in the first place. A superhero show! Sauf que les 13 premiers épisodes sont bien évidemment loin d'être décousus et vains. D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé du grand méchant. Il s'agit de Mr. Nobody, un être omniscient qui est conscient qu'il est dans une série télé et qui va se comporter comme le narrateur de l'histoire. Mais les autres personnages secondaires ne sont pas en reste. On peut notamment citer Flex Mentalo, un culturiste télépathe qui peut modifier la réalité en contractant ses muscles, Beard Hunter, un chasseur de primes qui peut absorber l'essence de ses cibles après avoir consommé leur poil de barbe, Willoughby Kipling, une espèce de John Constantine au rabais, ou encore, et surtout, Danny, une rue dotée de conscience, genderqueer, qui peut se téléporter. Oui, vous avez bien entendu, une rue dotée de conscience, genderqueer, qui peut se téléporter. Cette série est géniale. En plus, le casting est juste magique. Il n'y a pas un comédien qui est aux fraises, ils sont tous bons, chacun dans leur propre registre, et mine de rien,
il y a du beau monde. Dans le rôle de Mr. Nobody, on retrouve Alan Tudyk, qui est connu notamment pour avoir joué dans la série Firefly, mais qui est aussi la voix de K2SO dans Rogue One, ou encore l'une des voix récurrentes de Green Arrow dans les séries animées et jeux vidéo tirées de l'univers DC Comics. C'est Timothy Dalton, ancien James Bond et patron de supermarché dans Hot Fuzz, qui incarne The Chief. Larry est interprété par Matt Bomer, qu'on a pu voir notamment dans Magic Mike, et qui, je trouve, ferait un très bon remplaçant de Henry Cavill dans le rôle de Superman. D'ailleurs, il a déjà prêté sa voix au personnage dans un film d'animation. Enfin, on trouve Brendan Fraser dans le rôle de Cliff. Vous le connaissez probablement pour avoir joué dans la trilogie La Momie, ou dans ce chef-d'œuvre du cinéma qu'est Georges de la Jungle. Et même les noms moins connus s'en sortent très bien. Mention spéciale à Diane Guerrero, qui est tout bonnement fantastique dans le rôle de Crazy Jane. Sa capacité à jongler entre les différentes personnalités du personnage est vraiment impressionnante, et il n'y a pas un moment où c'est raté, et la façon dont elle arrive à moduler sa voix rend le tout encore plus crédible. Ensuite, le principal point fort du show n'est autre que son écriture. Déjà, la narration n'est pas totalement linéaire, il y a de nombreux flashbacks qui vont nous aider à comprendre le passé, le caractère et les motivations des différents personnages. Et qui plus est, même s'il y a un fil rouge qui s'étend tout au long de la saison, à savoir la recherche du Chief qui a été enlevé par Mr. Nobody, il y a plusieurs arcs narratifs qui se dessinent. Et ça permet de faire en sorte que l'intrigue globale tienne sur une saison de 15 épisodes, sans pour autant qu'il y ait d'épisodes bouche-trou dans lesquels il se passe pas grand chose. Et ça aussi, ça fait grave plaisir quand on compare aux autres séries super-héroïques. The Flash par exemple, les saisons durent généralement 22 épisodes, alors que l'intrigue de chacune pourrait facilement être résolue au bout de 10. Ou même The Defenders, qui réussit l'exploit d'être chiante alors qu'il n'y a que 8 épisodes. Là, on a 15 épisodes d'1 heure et y a pas un moment où on s'ennuie. En plus, on voit que les scénaristes ont pu vraiment s'éclater et ont assumé à 100% le parti pris absurde de la série. Je vous assure qu'à chaque fois que vous vous dites que ça peut pas aller plus loin dans l'absurde, on vous dégaine quelque chose d'encore meilleur. Cela dit, il serait faux de ne résumer Doom Patrol qu'à ça. En plus d'un sens de l'absurde totalement maîtrisé, les scénaristes ont su faire preuve d'une subtilité indéniable. La série traite de sujets tels que la parentalité, la sexualité, la question du genre, la dépression, la santé mentale, la normalité si tant est que ça existe, et elle le fait avec une justesse exemplaire et sans se contenter d'enfoncer des portes ouvertes avec des messages du style « Oh là là, l'homophobie c'est mal ». Tout le monde sait ça. Enfin, toutes les bonnes personnes le savent. À aucun moment le show n'est maladroit, et ça, je pense que c'est assez rare pour être souligné. Et pour terminer sur l'écriture, il y a des moments qui sont réellement poignants et qui m'ont vraiment marqué. Je pense par exemple au monologue de Rita dans l'épisode 13, à tout l'épisode 9 qui se passe presque entièrement dans l'esprit de Jane, ou à la scène du karaoké dans l'épisode 8. Je n'exagère pas le moins du monde en disant que c'est la meilleure scène de karaoké de toute l'histoire de l'audiovisuel. Do nothing to you, they can't do nothing to me. This is the life that we choose, this is the life that we bleed. So throw your fists in the air, come out if you dare. Tonight we're gonna change forever. Et enfin, le troisième et dernier élément qui, selon moi, fait le succès de Doom Patrol, c'est tout le reste. La photographie a de la gueule, la mise en scène est soignée, le générique est méga classe, et, chose assez rare pour une série télé de super-héros, la musique a une vraie place. D'ailleurs, elle a été composée par Kevin Kiner et Clint Mansell, et ce dernier n'est autre que le compositeur attitré de Darren Aronofsky, ce qui est plutôt chouette. Par contre, je peux comprendre que certains spectateurs puissent être rebutés par des défauts d'ordre purement esthétique. Certes, l'acteur qui joue Cyborg porte très clairement un plastron en plastique et pas en métal. Certes, certains effets spéciaux sont assez moches et c'était peut-être pas la meilleure des idées de présenter Mr. Nobody sous cette forme. Mais tout ça peut s'expliquer par un élément très simple, l'argent. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver le budget de la série, mais je suis à peu près certain qu'il est assez bas. Parce que DC Universe, la plateforme sur laquelle la saison 1 a été diffusée, était une plateforme assez jeune à l'époque, et qui plus est, destinée à un public de niche. Et sachant que d'autres créations originales y ont été diffusées, à savoir Titans, Swamp Thing et plus récemment Stargirl, le budget ne devait pas être faramineux. A titre de comparaison, la saison 8 de Game of Thrones avait bénéficié d'un budget de 15 millions de dollars par épisode. On n'est clairement pas sur la même échelle. Mais malgré tout, la série s'en sort super bien et l'écriture compense largement les effets spéciaux un peu moches. Et si tout ça ne vous a pas convaincu, je vais simplement vous poser une question. Vous en connaissez d'autres des séries qui contiennent des culs sur pattes enragés ? Une femme préhistorique ? Un être humain / dinosaure / plante / minéral ? Ou encore un cafard chrétien et un rat géant qui se roule une pelle, tout en restant cohérente ? Exactement. Moi non plus.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager et à vous abonner. Et si vous avez vu la saison 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi en tout cas, j'ai très hâte de voir la saison 2 qui commence dans quelques jours à peine. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.